La Terre, une planète unique, vivante, constamment en mouvement. Des continents qui dérivent et se déforment. Des volcans qui entrent en éruption. Des glaciers qui se font et se défont. La Terre est depuis toujours un champ de bataille où s'affrontent des forces titanesques qui laissent derrière elles de mystérieuses empreintes géologiques. Dans cet épisode, nous partons sur les traces d'un des métaux les plus précieux et les plus inaltérables qui existent sur Terre, l'or. L'or est né dans l'espace. Suite à une immense explosion, de minuscules particules de ce métal ont été projetées dans l'espace et se sont incrustées dans les roches de notre planète. Ces poussières d'or éparpillées se sont ensuite assemblées en d'impressionnants gisements. Mais ce processus reste encore inexpliqué. Pour en savoir plus, des géologues partent tamiser le sable de cours d'eau à la recherche de trésors qui se trouveront aussi bien sur Terre que sous Terre. Ils s'émerveilleront devant des phénomènes naturels extraordinaires et découvriront enfin de nouveaux indices qui révéleront l'origine de notre Terre. L'or a toujours exercé une puissante fascination sur l'homme. Presque toutes les civilisations du monde l'ont érigé au rang de métal précieux et lui ont conféré une aura particulière. Depuis que l'homme existe, l'or a toujours été prisé. Ce métal est unique et d'une grande beauté. En prenant seulement 30 grammes d'or et en l'étirant, on peut obtenir un fil long de 56 km. Le secret de la longévité de la valeur de l'or réside dans son inertie. Il ne peut s'allier qu'avec lui-même. L'or ne s'use pas, il se recycle. Votre bague en or contient peut-être le même or que portaient les pharaons il y a des milliers d'années. Ce sont toutes ces propriétés qui font que l'or a été choyé par les hommes tout au long de l'histoire. L'extraction de l'or a commencé il y a des milliers d'années. Mais la production mondiale totale n'est que de 160 000 tonnes, ce qui suffirait quand même à remplir une maison de 100 mètres carrés. Les physiciens ont découvert que la création de ce métal avait eu lieu dans le cosmos, bien avant la naissance de la planète Terre, il y a plus de 5 milliards d'années. De l'or, ainsi que d'autres métaux lourds, se formèrent au cours d'une supernova, c'est-à-dire au cours de la disparition d'une étoile géante. Les ondes de choc de l'explosion de cette étoile projetèrent d'infimes particules d'or dans tout l'univers, à plus de 110 millions de km/h. Ces particules se dispersent aux quatre coins du système solaire primitif. Le nuage de gravats finit par former une masse rocheuse. L'or se retrouva alors emprisonné dans ce qui allait devenir la planète Terre. De nos jours, l'or présent sur Terre se présente sous forme de particules inactives, isolées et dispersées, contenues dans des roches. C'est assez ironique, mais nous sommes entourés d'or. Il y en a dans le sol de notre jardin, dans les rochers du lit de cette rivière, mais en quantité infime, ce qui complique les choses. Ici même, il pourrait y avoir un volume d'or pour 1 million de volumes de roches, ce qui reviendrait à chercher un grain de sable dans une piscine olympique. Cependant, il y a quelques endroits dans le monde où l'on peut trouver des concentrations d'or exceptionnellement élevées. C'est le cas en Australie du Sud, en Chine, en Afrique du Sud, au Pérou et dans l'ouest des États-Unis. Certains géologues tâchent de comprendre la formation de ces gisements afin de pouvoir mieux les localiser et d'en faciliter l'extraction. Les premiers à s'être lancés dans la recherche d'or n'étaient ni géologues ni scientifiques, mais de simples prospecteurs d'or qui étudiaient les rochers. Leur histoire débuta il y a un peu plus de 150 ans, par hasard. En 1848, dans la petite ville californienne de Coloma, le long de l'American River, James Marshall était en train de creuser un canal d'écoulement d'eau vers sa scierie quand il fit une découverte des plus extraordinaires. Le jour, il creusait le canal et la nuit, il faisait passer de l'eau pour déblayer la terre et les cailloux. Et un jour, au fond du canal, il a découvert 2 petites pépites d'or.
La rumeur d'une rivière d'or en Californie se répandit comme une traînée de poudre. L'année suivante, plus de 90 000 personnes venues des 4 coins du monde s'y installèrent. Surnommés les 49ers ou les 40 Nevars, ces premiers orpailleurs étaient persuadés que leur fortune se trouvait au fond des rivières. Leur première difficulté fut de savoir où chercher pour espérer trouver de l'or. Ils se rendirent rapidement compte que les pépites d'or se trouvaient à certains endroits précis. Un des points communs qu'ils avaient remarqué, c'était le sable noir, comme ici. On va mettre un peu d'eau dans la battée. Les 49ers apprirent vite que s'ils trouvaient du sable noir et épais dans leur battée, ils étaient sur la bonne piste. Le principe de la battée n'est pas très compliqué. Il s'agit de séparer les matériaux légers des matériaux lourds. Le courant étant assez faible, les particules les plus lourdes restent au fond de la battée. Et on répète l'opération, on enlève les matériaux légers, on se concentre sur les matériaux lourds du fond, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que du sable noir et même peut-être un peu d'or. Une petite pépite. Les cours d'eau reproduisent naturellement ce mouvement et séparent les matériaux légers des matériaux lourds. L'or et le sable noir sont entraînés dans le courant. Mais quand ils rencontrent l'eau stagnante qui borde l'intérieur d'un coude, ils sont éjectés hors du courant. Et c'est ici, dans les bancs de sable qui tapissent l'intérieur des cours d'eau, que les 49ers découvrirent une immense fortune. Au total, les chercheurs d'or découvrirent plus de 620 tonnes d'or dans les cours d'eau de Californie. Mais quand ils commencèrent à s'intéresser aux vallées qui surplombaient les rivières, les 49ers mirent la main sur une quantité d'or encore plus importante. Ils se demandaient d'où pouvait venir cet or qu'ils trouvaient au-dessus du niveau de l'eau. Et en cherchant, ils ont remarqué que ces rochers étaient arrondis et doux. On retrouve exactement le même type de rocher arrondi dans le lit des rivières voisines. Nous sommes dans ce qui a été le lit d'une rivière. Mais cette partie a été asséchée, la rivière baissait et laissait derrière elle des pépites d'or. Les mineurs ont continué leurs recherches et ils ont trouvé de l'or à des dizaines et même à des centaines de mètres au-dessus du niveau de la rivière. Les 49ers utilisèrent de puissants canons à eau qui leur permirent d'extraire plus de 1500 tonnes d'or de rivières des collines californiennes. 150 ans plus tard, ces collines portent encore les traces de ces extractions. On retrouve ces gisements d'or de rivière un peu partout dans le monde. Le plus important jamais découvert se trouve à Witwatersrand, en Afrique du Sud. Sa mise au jour en 1886 provoqua une nouvelle ruée vers l'or. Mais cet or de rivière ne se trouve pas en surface. Les mineurs doivent descendre à plus de 3 km sous terre. C'est le puits de mine le plus profond de la Terre. La moitié de l'or produit sur cette planète provient de ce gisement. Les géologues pensent que cet impressionnant gisement s'est formé dans un réseau de rivières aujourd'hui disparues, plus précisément dans le sable de ces rivières. Pendant des millions d'années, des milliers de rivières charriant de l'or se sont déversées dans un immense lac, créant ainsi un gigantesque gisement d'or. Ce lac aujourd'hui disparu se trouve à présent à des kilomètres sous terre. À ce jour, Witwatersrand a produit 43 500 tonnes d'or, ce qui équivaut à quelques 1500 milliards de dollars. Et les géologues ont de bonnes raisons de penser qu'il en reste encore autant à découvrir. Les 49ers, qui cherchaient de l'or de rivière en Californie, ont découvert du sable noir et épais qui indique que de l'or s'est déposé sur les berges des cours d'eau, et de l'or enfoui sous des rochers arrondis au-dessus du niveau des cours d'eau, ce qui prouve que ces gisements d'or sont vieux de plusieurs millions d'années. Les 49ers se doutaient bien que l'or charrié par les cours d'eau provenait d'un filon mère, d'un Mother Lode, caché dans ces montagnes.
Et la recherche de ce Mother Lode emmena les géologues dans les entrailles de la Terre où ils se retrouvèrent face à face avec une des puissances les plus destructrices de notre planète. Au cours du 19e siècle, les 49ers récoltèrent plus de 2000 tonnes d'or de rivières de Californie, provenant de cours d'eau ou de rivières asséchées, soit plus de 80 milliards de dollars. Mais cet or facile, se faisant de plus en plus rare, les chercheurs d'or se mirent en quête de la source de cet or, du filon mer, et ils commencèrent à prospecter dans les montagnes. Et voilà ce que voulaient trouver les premiers chercheurs d'or. Une large veine de quartz remplie d'or, et qui s'étend sur plusieurs kilomètres. Ils pouvaient extraire des kilos d'or d'une simple veine comme celle-ci. La découverte de ce Mother Lode marqua un tournant dans l'histoire de la prospection d'or. Les chercheurs d'or, d'abord solitaires, durent s'associer. Sur tout le territoire de Californie surgirent des centaines de mines qui employaient des milliers d'hommes. Mais pendant des dizaines d'années, les géologues restèrent perplexes devant cette mystérieuse force géologique qui avait concentré tout l'or de Californie dans ces montagnes. En 1853, ouvrait la mine d'Allegheny, dans le comté de Sierra, en Californie. Aujourd'hui, elle descend à près d'1 kilomètre de profondeur et compte plus de 60 kilomètres de tunnels qui convergent tous vers une bande rocheuse bien particulière. Nous sommes exactement au milieu du filon mer. C'est une veine de 12 mètres d'épaisseur qui plonge sur 800 mètres dans la terre. Voici la veine de quartz incrustée d'or qui faisait rêver les mineurs. Le quartz se forme à partir d'un liquide. C'est au cours de sa solidification que se retrouvent emprisonnés dans cette gangue des morceaux d'or. C'est bourré d'or. Si on essaie d'ouvrir cette veine de quartz, on verra peut-être de petits morceaux d'or dans le quartz. C'est un superbe morceau de quartz. Regardez tout cet or qui s'y trouve. Il brille de mille feux. On peut y voir quelques indices sur la manière dont l'or a pu s'incruster dans le quartz. À l'intérieur du quartz se trouvent de petites bulles. Elles ont été laissées par un fluide d'eau et de minerais qui a autrefois traversé cette veine. Le fluide qui compose ces bulles a été analysé et a révélé les conditions extrêmes dans lesquelles s'est formée cette ligne d'or. Il faisait 315 degrés quand cet or s'est déposé ici. C'est un liquide extrêmement chaud qui a apporté l'or et le quartz ici et qui a créé cette veine. Mais le mystère restait entier. D'où ce fluide aurifère brûlant pouvait-il bien venir? Cette ancienne carrière avoisinante livre un début de réponse. La veine de quartz chargée d'or de couleur marron se trouve coincée entre d'étranges couches de roches altérées. Quand les mineurs tombaient sur ce type de roches, ils étaient contents, parce qu'ils savaient qu'ils se rapprochaient du filon mer. Ils voyaient que ces roches n'avaient pas la même couleur. Et ils arrivaient enfin à la veine de quartz du filon mer, là où se trouvait tout l'or. Cette veine de quartz est prise en sandwich entre des roches abîmées. Quand on regarde de plus près ces roches, on se rend compte qu'elles sont déformées. Elles sont désorganisées, elles sont brisées, elles sont pliées. Ces veines s'étendent sur des centaines de kilomètres sur un axe nord-sud. On retrouve le même type d'alignement de quartz aurifère et de roches brisées sur toute la longueur de la Californie. Et curieusement, ces formations sont toutes parallèles à la côte. L'immense force qui avait déformé ces couches rocheuses était sans doute aussi à l'origine de la création du fluide brûlant dans lequel était concentré l'or. Mais quelle était cette force? C'est dans les années 50 que ce mystère fut enfin résolu grâce à la théorie révolutionnaire des plaques tectoniques, qui apportait une nouvelle explication sur la formation de la Californie et de ses montagnes. Les géologues découvrirent qu'une partie de la croûte terrestre qui se trouvait sous l'océan Pacifique avait dérivé vers l'est, entraînant avec elle d'immenses plaques de plancher océanique qui s'étaient soulevées et écrasées contre le continent. Ce caillou représente l'Amérique du Nord.
Au cours de ces dernières 300 millions d'années, la croûte océanique s'est déplacée. Elle a poussé les plaques de plancher océanique et les couches sédimentaires contre le continent américain. Ces plaques et ces couches ont été soulevées et se sont retrouvées debout, alignées contre la plaque d'Amérique du Nord. La Californie s'est élevée des eaux. Ces masses rocheuses brisées, malmenées, s'érigèrent en montagnes, séparées par des failles qui plongeaient profondément dans la croûte terrestre, créant ainsi un paysage de plaques géantes alignées à la côte. C'est cet immense soulèvement de montagnes qui est à l'origine de ce fluide brûlant. Les masses rocheuses souterraines subirent alors une pression démesurée. Elles se mirent à chauffer et libérèrent un fluide d'une température de 315 degrés. Tout comme l'eau d'une rivière, ce fluide brûlant dragua toutes les particules d'or disséminées qu'il rencontrait sur son passage. Il rassembla ainsi ces poussières d'or en une matière riche en minerais. Ce fluide s'infiltra dans les failles géantes et remonta jusqu'à la surface. Au cours du refroidissement de ce fluide, les particules d'or coagulèrent et le quartz cristallisa, donnant naissance à une veine de quartz solide et chargée d'or. Au total, les chercheurs d'or trouvaient en Californie plus de 1000 tonnes d'or de montagne, ce qui en fait une des régions les plus productrices d'or de son temps. Partout où des plaques océaniques sont entrées en collision avec un continent, il y aura création d'un fluide qui concentrera des particules d'or dans les grandes failles et donnera naissance à des gisements d'or. Cela fait partie du processus de création des montagnes. On remarque la présence de veines de quartz aurifères similaires dans toutes les montagnes qui bordent les côtes de la plaque pacifique, partout où le plancher océanique a été broyé sous l'effet de gigantesques forces terrestres. Les scientifiques qui se sont penchés sur la formation de l'or de montagne en Californie ont trouvé d'anciennes bulles de fluide qui prouvent que le quartz et l'or ont été acheminés par un liquide brûlant, des alignements de roches altérées qui expliquent la création d'un fluide riche en or au cours de la formation des montagnes. Mais dès les années 1880, c'est-à-dire seulement 30 ans après la première ruée vers l'or, il devenait déjà de plus en plus difficile de trouver de l'or de montagne en Californie. C'est à cette époque que les chercheurs d'or du Nevada s'intéressèrent à des gisements d'or totalement différents. Ces hommes étaient prêts à tout pour s'approprier ces gisements et même à tuer. Au cours du 19e siècle, les 49ers mirent la main sur un peu plus de 2000 tonnes d'or de rivière. Puis ils s'attaquèrent directement au filon mer et en retirèrent plus de 1000 tonnes d'or de montagne qui dataient de la formation de la Californie. Des années durant, les scientifiques ont pensé que seules les forces colossales responsables du soulèvement des montagnes avaient la capacité de concentrer toutes les particules d'or disséminées dans les roches. Mais la découverte d'un nouveau gisement d'or au Nevada remit en question cette théorie. D'importantes veines d'or furent mises au jour dans les collines du désert. Le Nevada fut littéralement pris d'assaut par des centaines de chercheurs d'or venus de Californie. L'État du Nevada, jusqu'alors quasiment désert et inexploré, commença à prendre vie au fur et à mesure des découvertes de gisements d'or. Ce fut l'époque du Far West et de ces hors-la-loi à la gâchette facile. La ville minière de Bodie se fit rapidement une triste réputation. Il y avait 8500 habitants le long de cette route. Sans foi ni loi, toujours prêts à se battre. Beaucoup de saloons, de fumeries d'opium, de maisons closes. On racontait qu'ici, chaque jour, un homme était tué. Et certains historiens pensent que la géologie capricieuse de ces gisements d'or n'était pas pour rien dans ce taux de meurtre. Ici, les veines étaient beaucoup plus irrégulières. Alors quand un mineur avait la chance de repérer une veine, le mineur d'à côté pouvait ne rien trouver, ce qui faisait régner un climat d'animosité et se finissait souvent en bagarre. Les géologues remarquèrent qu'à la différence des veines d'or de Californie, qui étaient parallèles à la côte,
Les veines du Nevada n'obéissaient à aucun schéma précis. Restait maintenant à découvrir pourquoi les gisements d'or du Nevada étaient si anarchiques. À 500 km au nord-ouest de la petite mine de Bodie se trouve la mine de Midas. À peine assez large pour laisser passer un camion, elle fait partie de ces quelques mines de quartz aurifère encore en activité au Nevada et qui font rêver les géologues. C'est une chance fabuleuse d'avoir une mine souterraine, parce que sous terre, nous faisons de la géologie en 3D. C'est vraiment l'occasion pour nous de mieux comprendre les indices qu'on voit en surface, parce qu'on retrouve les mêmes ici, mais beaucoup plus développés. Ces mines toujours en activité comme celle de Midas sont devenues de vrais laboratoires de géologie et permettent d'éclaircir le mystère de ces veines d'or éparpillées. Tous les jours, les mineurs forent, puis font exploser des pans de tunnels qui révèlent de nouveaux réseaux de veines de quartz. La méthode est toujours la même. On perce la paroi, on la remplit d'explosifs et on la fait sauter. Quelques 12 kilos d'explosifs sont sur le point de mettre au jour la veine de quartz chargée d'or. C'était super, et c'était surtout beaucoup moins dangereux qu'au temps des premiers chercheurs d'or. Il faut attendre que la poussière retombe avant de pouvoir voir le résultat. C'est une belle veine de quartz. Quand on compare ces veines de quartz à celles de Californie, on voit qu'elles sont très différentes. Par exemple, ici, on voit des bandes gris foncé. Ces bandes grises indiquent qu'il s'est passé ici quelque chose de particulier. Dans ce morceau apparaît une importante quantité de matière grise. Il s'agit en fait d'argent. Et quand on regarde d'encore plus près, on voit quelques poussières jaunes. C'est de l'or. La roche à partir de laquelle se sont formées ces veines est différente de celle qui a formé les veines de Californie. Les veines de Californie ne contiennent que de l'or, alors qu'ici c'est bourré d'argent. Et ce qui permet de déterminer l'identité de la source de l'or du Nevada se trouve de part et d'autre de la veine de quartz. Ces murs de roche n'ont pas été compressés comme en Californie. Ils ne proviennent pas non plus des planchers océaniques. Ce mur de roche est d'origine volcanique. Il ressemble au volcan Sainte-Hélène. Ce n'est donc pas le mécanisme de formation des montagnes qui a réuni de l'argent et de l'or dans cette veine, mais un mécanisme volcanique. La mine de Midas a-t-elle été autrefois un immense volcan? Pour le savoir, les géologues sont allés chercher des indices, non pas dans la mine, mais juste au-dessus. Au-dessus de la mine de Midas, il y a ces étranges affleurements. Ils sont aussi plats qu'une table. Et quand on regarde de plus près, on distingue plein de petites couches. Cet affleurement rocheux est un empilement de couches de moins de 3 mm d'épaisseur. Et ces milliers de couches, les unes sur les autres, font penser à un jeu de cartes. Il y en a des marrons, des jaunes, des blanches, des violettes. Comprendre ces affleurements nous aidera à comprendre pourquoi les gisements d'or de la mine de Midas sont si proches de la surface. Ces couches rocheuses si particulières n'ont pas été formées par un volcan, mais par un autre type de mécanisme volcanique que l'on peut observer encore aujourd'hui à Gerlach, au nord-ouest du Nevada. Au beau milieu du désert du Rocher Noir, pourtant si aride, se trouve une mystérieuse oasis qui se présente sous la forme d'une source chaude, multicolore, véritablement spectaculaire. Il en existe plus de 300 dans le Nevada. Cette curiosité géologique n'a commencé à se former qu'il y a 45 ans. L'activité volcanique souterraine réchauffe les nappes phréatiques. L'eau jaillit à la surface de la Terre et forme en retombant des couches de minerais. L'eau coule doucement du haut de ces terrasses et elle dépose des minerais en fines couches. C'est comme la tranche d'un jeu de cartes ou d'un livre.
Ce rocher est fait d'accumulation de couches. On retrouve le même phénomène au-dessus de la mine de Midas, ce qui nous fait penser que Midas était autrefois une immense source chaude. Les géologues comprirent que c'étaient ces sources chaudes qui faisaient remonter les veines de quartz chargées d'or et d'argent à la surface du Nevada. Les particules d'or et d'argent étaient disséminées dans des roches en fusion au cœur de la Terre. Ces roches avaient libéré un fluide riche en or et en argent. L'eau de pluie pénétrait dans le sol et descendait jusqu'aux roches incandescentes. Au contact de ces roches, sa température montait à 500 degrés. Ces eaux brûlantes remontaient, entraînant avec elles le liquide chargé d'or et d'argent. En approchant de la surface, elles se mettaient à bouillir et laissaient derrière elles des bandes d'argent et des paillettes d'or dans le puits de la source chaude. Imaginez ces paysages il y a 15 millions d'années. Des volcans à perte de vue, des sources chaudes ici et là. De l'or est en pleine formation, en ce moment même, dans des sources chaudes partout sur la planète. Même dans l'eau du parc de Yellowstone se trouvent des traces d'or. Une des mines d'or les plus importantes et les plus fructueuses du monde se trouve à Yanacocha, au nord du Pérou. L'homme a commencé à exploiter son gisement d'or et d'argent dès la civilisation Inca, il y a 800 ans. Perchée sur les hauteurs des Andes volcaniques, elle s'étend sur 1400 km² et a rapporté plus de 5 milliards de dollars en or. Et ce gisement se trouve sous une source chaude. Les scientifiques qui enquêtent sur la formation de veines d'or et d'argent dans le Nevada ont trouvé des murs de roches volcaniques qui prouvent que le fluide chargé d'or s'est créé dans une roche en fusion, des affleurements rocheux multicolores qui indiquent que des sources chaudes ont autrefois créé des gisements d'or dans le Nevada. Les gisements d'or dus à des sources chaudes ont produit 1200 tonnes d'or et 15 000 tonnes d'argent. Mais dans les années 1920, les gisements d'or du Nevada perdirent toute rentabilité. Le désert se couvrit de véritables villes fantômes. Tout l'or de l'Amérique avait-il été exploité? Mais en 1961, on découvrit un nouveau type de gisement. On ne pouvait ni le voir ni le toucher, il était invisible. Et pourtant, la ruée vers l'or qu'il créerait serait la plus importante de toute l'histoire des États-Unis. L'or de l'Amérique avait été concentré par les forces tectoniques surpuissantes qui avaient formé la Californie et par l'activité volcanique qui régnait sous les sources chaudes du Nevada. Mais quand ces filons se tarirent, les géologues se mirent frénétiquement à la recherche de nouveaux gisements d'or. C'est en 1961 que John Livermore, géologue et chercheur d'or, remarqua une étrange fissure de 80 km de long, la Carlin Trend, au milieu du Nevada. Il décida de l'étudier. Ce qui amena John Livermore à fouler ces collines était la théorie selon laquelle on peut trouver des gisements d'or à la surface d'une profonde faille dans la croûte terrestre. Alors il allait voir des affleurements comme celui-ci et il les étudiait. Ces rochers sont composés d'un étrange mélange de boue et de quartz, un minéral créé à partir d'un fluide brûlant et qui indique en général qu'un gisement d'or pourrait se trouver à proximité. Il savait que du fluide brûlant avait dû remonter de cette fissure, mais il ne voyait aucune trace d'or, pas de veine de quartz, pas de paillettes d'or. Mais il se fia à son intuition et prit un morceau de roche qu'il étudia dans son laboratoire. Dans ce laboratoire, les roches sont brisées puis soumises à une température de presque 1000 degrés. La roche se liquéfie et se solidifie à nouveau, faisant apparaître les minerais. Au bout de cette chaîne, on trouve quelque chose d'extraordinaire. Ce simple caillou contenait en fait une graine d'or. La concentration d'or y est 5000 fois plus importante que n'importe où ailleurs. Ce n'est pas énorme, mais on trouve cela tous les jours ici. L'intuition de Livermore était la bonne. La Carlin Trend, de 80 km de long sur 8 km de large,
est aujourd'hui une des plus grandes mines du monde. Cet immense puits artificiel est même visible depuis l'espace. Voici le puits de Betsy Post. C'est une des plus grandes mines d'or du monde. Elle contient 1400 tonnes d'or. 10 tonnes de minerai d'or produisent 30 grammes d'or. Comme vous le voyez, ce puits est immense. Il fait 3 km de long, 1,6 km de large, 600 mètres de profondeur. La valeur de l'or est telle que l'extraction de seulement quelques dizaines de kilos d'or par jour suffit à rentabiliser cette impressionnante opération. Et pour dégager le minerai d'or, il faut employer des grands moyens. Voilà ce que donnent 180 tonnes d'explosifs. Des pelleteuses géantes travaillent 24 heures par jour et déblaient plus de 90 millions de tonnes de roches par an, de quoi recouvrir tout Central Park sous 16 mètres de gravats. Mais impossible de voir dans ce minerai d'or une quelconque trace d'or à l'œil nu. La question est, où est l'or? On ne le voit pas. Ces cailloux sont tout à fait ordinaires. La réponse, c'est que l'or se cache dans la structure interne de la roche. Même grossi 500 fois au microscope, l'or reste toujours invisible. Mais cette roche se révèle être un extraordinaire enchevêtrement de quartz et de boue dans lequel se trouvent d'étranges cavités. On dirait des alvéoles, comme si ça avait été grignoté. Le mécanisme géologique qui a concentré et caché l'or dans ces roches est de toute évidence très spécial. Les scientifiques savaient que s'ils voulaient comprendre par quels moyens de l'or avait pu se cacher dans ces roches, il leur faudrait d'abord chercher l'origine de ces roches. Le premier indice a été trouvé au XIXe siècle par un exploitant bovin, Absalom Lehman, qui habitait dans l'est du Nevada. En 1885, Absalom Lehman découvrit un trou. Il prit une corde et une lampe et décida de l'explorer. Il découvrit ce superbe réseau de grottes qui est un des plus spectaculaires au monde. Le sol de ces caves est fait d'un mélange très salissant de boue et de coquillages composés de carbonate de calcium. Ces coquillages sont les restes de mollusques, ce qui prouve que le Nevada se trouvait autrefois sous une mer tropicale. Pendant des millions d'années, de petits mollusques dotés de coquilles faits de carbonate de calcium ont proliféré dans cet océan et ont recouvert le plancher océanique d'une espèce de vase. Cette vase finit par se solidifier et forma cette pierre sédimentaire appelée le calcaire. Les extraordinaires structures de ces caves apparurent quand l'eau éroda l'immense lit calcaire qui se trouve sous le Nevada. Les scientifiques firent le rapprochement avec le minerai d'or de Carlin Trend, qui ressemblait étrangement à ce calcaire. Ils en déduisirent que le calcaire des grottes de Lehman et le minerai d'or de Carlin Trend avaient peut-être autrefois été de la même nature. Ici du calcaire, là du minerai d'or. Il s'est passé quelque chose pour que cette roche se transforme en un minerai d'or spongieux. La réponse est à chercher dans la réactivité chimique du calcaire. Si je mets de l'acide chlorhydrique dilué sur le calcaire, il entre en effervescence très rapidement. L'acide attaque le caillou. Et si à présent je mets de l'acide sur le minerai d'or, pas de réaction. Le caillou absorbe l'acide comme une éponge. Les scientifiques se dirent que si le minerai d'or de Carlin Trend n'entrait pas en effervescence, c'est qu'il avait déjà été attaqué par un acide. Sous la couche calcaire de Carlin se cache une gigantesque fissure verticale. Les géologues pensent qu'un jet de fluide chargé d'or, très chaud et très acide, s'est formé sous la croûte terrestre. Il est remonté par la fissure et a été absorbé
par la couche calcaire. Ce liquide attaqua le calcaire, laissant derrière lui une roche boueuse d'apparence spongieuse. Et il laissa dans les cavités qu'il avait formées du quartz et d'infimes particules d'or. L'imagerie scientifique a énormément progressé, et ce n'est que récemment que certains microscopes ont permis aux scientifiques de faire des grossissements à l'échelle de l'atome. En grossissant cette roche 100 000 fois, apparaissent, emprisonnés dans la roche, de minuscules et microscopiques points d'or. Et c'est en zoomant encore plus, jusqu'à 4 millions de fois, que l'on découvre finalement la particule d'or. Cette poussière d'or ne fait que 5 nanomètres de diamètre, soit 1/1000e de fois plus petit qu'une tête d'épingle. Et tous ces points sont autant d'atomes d'or. Ces cailloux si simples en apparence ont produit 2000 tonnes d'or, et ce en exploitant une seule et unique fissure. Les États-Unis sont au 4e rang des pays les plus producteurs d'or au monde. Les scientifiques qui se sont penchés sur la formation du minerai d'or du Nevada ont trouvé une roche spongieuse qui laisse croire que le calcaire a été attaqué par quelque chose. Et du minerai d'or qui ne réagit pas au contact de l'acide, ce qui prouve qu'un acide a déjà attaqué le calcaire, y laissant de minuscules particules d'or. Depuis, plusieurs gisements d'or semblables à celui de Carlin Trend ont été découverts et ont rapporté plus de 1000 tonnes d'or. Mais ces découvertes pourraient bien n'être que la partie émergée de l'iceberg. Les géologues utilisent aujourd'hui des équipements ultra sophistiqués dans l'espoir de mettre au jour les millions de tonnes d'or encore cachées sous le désert du Nevada. À ce jour, l'homme a extrait de la Terre quelques 160 000 tonnes d'or. La Californie et le Nevada ont produit à eux deux presque 1/10 de cette quantité, pour une somme de 280 milliards de dollars. La grande question est combien d'or reste-t-il? Il paraît tout à fait probable qu'il en reste au moins autant qu'il en a été découvert. Mais les géologues, les prospecteurs, les explorateurs ont épuisé l'or facile. Jusqu'à présent, les géologues et les chercheurs d'or se sont concentrés sur cet or facile en se laissant guider par les indices géologiques qu'ils trouvaient à la surface de la Terre. Mais de grandes régions du Nevada sont aujourd'hui recouvertes par une épaisse couche de boue et de gravier, conséquence de l'érosion des montagnes environnantes. Les géologues pensent que sous cette épaisse couche se cachent encore des montagnes d'or, enfouies depuis des millions d'années. Retrouver cet or caché au milieu de 280 000 km² de l'État du Nevada n'est pas une mince affaire. Mais un homme a développé une technologie innovante qui lui permet d'explorer le sol. Il y a de l'or dans ces collines là-bas. J'ai de bonnes raisons de croire qu'il y en a ici aussi. Alors je vais aller voir ce qu'il y a sous le sable et le gravier. Et cette petite machine va m'aider à en avoir le cœur net. Cette foreuse, la géoprode, ne part pas à la recherche de roches, mais d'une nappe phréatique qui se trouve à 60 mètres de profondeur. C'est grâce à l'eau de cette nappe phréatique que l'on saura où se cache l'or du Nevada. S'il y a un gisement d'or quelque part dans cette couche de sable et de gravier, alors l'eau, en coulant dessus, en aura gardé la trace. L'eau des nappes phréatiques draine des particules de métaux associées à l'or. Ces traces guideront Wade Hodges vers le lieu où repose profondément enfoui sous terre le gisement d'or. Imaginez, c'est comme une barre de fer qui rouillerait dans un seau rempli d'eau. Des traces de métal vont se détacher de la barre et se retrouver disséminées dans l'eau. Et en analysant l'eau,
On pourra définir qu'il y a eu dedans une barre de métal. Nous allons faire la même chose avec cette eau pour savoir si le gisement d'or est dans les parages ou pas. C'est comme si le gisement d'or avait une odeur. Si Wade Hodges repérait dans l'eau une quelconque trace de cette odeur, il pourrait la suivre jusqu'au gisement d'or. Une fois arrivé dans la nappe phréatique, Wade Hodges prélève un échantillon d'eau. Bon, je crois que j'ai suffisamment d'eau. Et quelque part dans cette eau boueuse se cachent des indices. Ce camion n'est pas un simple camion. Il contient un laboratoire mobile des plus sophistiqués. Wade Hodges analyse l'échantillon d'eau afin de repérer les traces de métaux. Et apparemment, nous ne sommes pas loin du butin. Les analyses révèlent beaucoup de traces de métaux. L'arsenic, l'antimoine, le mercure, le cuivre, le plomb, le zinc. Ce sont des métaux qu'on retrouve en général à proximité des gisements d'or. Et j'ai l'impression que nous sommes dans la bonne direction. Les premiers chercheurs d'or suivaient les traces d'or dans les montagnes. Wade Hodges, lui, suit les traces de concentration de métaux dans les nappes phréatiques. C'est comme une sorte de chasse au trésor. Parfois on chauffe, parfois on refroidit, et c'est devenu une science. Le filet se resserre autour du gisement d'or. C'est dans cette zone de 10 km² que l'odeur d'or se fait la plus forte. Mais cette zone est encore trop vaste pour pouvoir commencer le forage. Wade Hodges a besoin de plus de précision et pour cela, il va faire parler la terre. Cet instrument est un gravimètre. Je vais mesurer la densité des masses rocheuses à cet endroit. Vous êtes bien d'accord qu'il y a un paysage qui se dessine derrière moi? Eh bien, il y en a aussi un juste au-dessous de moi. Grâce aux données récoltées par le gravimètre, il est possible d'établir une sorte de carte au trésor du terrain qui se trouve sous la couche de gravier. C'est à partir de cette carte de densité rocheuse que Wade Hodges pourra déterminer le lieu où se trouve vraisemblablement le gisement d'or. Une faille dans la croûte terrestre attire l'attention de Wade Hodges. Elle fait 1,6 km de long et se trouve à 75 mètres de profondeur. Les gisements d'or se trouvant très souvent à l'intérieur de fissures, celle-ci est donc très prometteuse. La foreuse remontera-t-elle de l'or cette fois-ci? La tête en diamant de la foreuse pénètre dans la fissure et en extrait un cylindre de roche. Ceci n'est que le premier d'une longue série de tests, mais les résultats sont déjà impressionnants. Après toutes ces recherches, je peux enfin voir ces roches pour la première fois. Elles sont restées enfouies pendant des millions d'années et personne ne les a jamais vues. Cette étape est une de mes préférées. Je peux étudier ces roches bien avant tout le monde et les comparer avec celles que j'ai étudiées ailleurs, dans les montagnes. Dans ces échantillons, on voit différentes sortes de roches, et notamment du quartz. C'est très bon signe. Wade Hodges pourrait bien avoir trouvé un immense gisement d'or qui s'ajouterait aux 930 tonnes d'or déjà découverts grâce à sa technique. Creuser la terre et en retirer un échantillon qui contient de l'or, c'est la plus belle des récompenses. Et ça me rapproche des premiers chercheurs d'or, de l'ambiance du Far West. J'adore ça. C'est grâce à des géologues pionniers comme Wade Hodges que l'on continuera à trouver de l'or en Amérique. Les scientifiques et les prospecteurs qui ont cherché à comprendre la localisation des gisements d'or du monde entier ont découvert de l'or dans du sable noir et épais, ce qui montre que les cours d'eau piègent les pépites d'or sur leurs rives. Des alignements de couches rocheuses abîmées et brisées qui prouvent que le fluide chargé d'or provient de la compression des montagnes de Californie. Des affleurements rocheux multicolores qui attestent que les veines de quartz aurifères du Nevada ont été formées par des sources chaudes. Et un minerai d'or spongieux qui raconte comment un acide a semé de minuscules particules d'or dans la roche. La Terre ne livre pas facilement son or. L'irrésistible attraction de l'homme pour l'or fut un des principaux moteurs qui permit à la géologie de se développer.
Chercher à comprendre la formation de gisements d'or dans le monde n'est pas qu'une histoire de mines et de métal. C'est une enquête qui nous révèle les mystères des forces géologiques qui ont animé la Terre pendant des milliards d'années et la façonnent encore aujourd'hui. L'histoire de la Terre est loin d'être finie.